Ces 3 dernières années, on est passé de 25% financement obligataire à 40%. Alors certes, il y a une concentration sur les grosses ETI, mais d'un autre côté, tout ce qui est financé du côté grosses ETI et grandes entreprises, ça fait du financement en plus pour les autres, potentiellement. Donc il y a quand même eu une bascule. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers un modèle en anglo-saxonne et à l'américaine où 85% des financements sont faits sur le marché et surtout sur le marché obligataire? Je ne crois pas non plus. Mais je ne crois pas non plus parce que les investisseurs ne sont pas forcément prêts. Quand vous allez aux États-Unis, les questions qu'on peut vous poser en roadshow, elles sont extrêmement pointues. Les investisseurs sont prêts à prendre des risques. Il y a toute cette culture-là qui n'est pas forcément une culture européenne et française. Donc le crédit bancaire a quand même encore de beaux jours devant lui. Sur la désintermédiation, je pense qu'il y a deux choses. C'est que, effectivement, la désintermédiation, elle est, j'irais même plus loin que mon voisin, en disant qu'il suffit de regarder les chiffres du financement des entreprises en France, publiés par la Banque de France, et on s'aperçoit qu'il y a eu grosso modo 60 milliards de financements, et sur ces 60 milliards, il y en a 55 qui sont des financements de marché. Donc aujourd'hui, on a un vrai processus de désintermédiation. Mais ce qu'il faut, c'est regarder dans le bilan d'une banque. Dans le bilan d'une banque, on a effectivement les prêts aux grandes entreprises. Ceux-là peuvent aller sur les marchés. Mais on a aussi des prêts aux PME, c'est 25% des encours, et des prêts à l'habitat. Alors, ces prêts aux PME et ces prêts à l'habitat, jamais n'iront, vous me verrez, une PME aller sur une petite PME, pas une ETI, aller sur le marché obligataire parce que je dirais les contraintes et le coût sera trop élevé. Les financements immobiliers, c'est la même chose. Alors on prend toujours l'exemple américain en disant c'est des intermédiaires. Effectivement, quand on regarde le bilan d'une banque en Europe, vous avez 80%, voire 85% des prêts immobiliers qui restent dans son bilan. Aux États-Unis, il n'y en a que 40% au maximum. Pourquoi? Parce que vous avez une agence publique qui garantit et qui fait le financement. Vous avez Fannie Mae et Freddie Mac qui font le financement intermédiaire. Le problème, c'est donc qu'il faut qu'on arrive à avoir des outils qui nous permettent de transformer le risque qu'il y a dans le bilan des banques en outils de marché. Et c'est ce que disait tout à l'heure, c'est effectivement le désastre de la titrisation et du traitement de la titrisation. Et alors, je pense que je vais encore me plaindre de la réglementation. Mais la réglementation sur la titrisation, je vais vous donner deux exemples. Vous avez de la titrisation, vous l'apportez au bilan en financement à la Banque centrale. Vous avez un haircut, c'est-à-dire une diminution de la valeur de votre créance de 16%. Vous prenez, à titre de comparaison, pour que ce soit tout à fait équitable, des covered bonds qui sont la même chose, mais dans un cadre juridique différent. Vous ne l'avez pas. Vous prenez un assureur dans Solvabilité 2, la détention de titrisation nécessitera des fonds propres 10 fois supérieurs pour la même qualité de risque et de maturité à celle de cover bond.